il faut arriver en fait, et il faudrait effectivement arriver à un NDO en Wallonie, parce que le secteur associatif en Wallonie est fort touffu, fort actif, mais mal organisé. Il y a beaucoup d'organismes qui font la même chose, et ça provoque un grand gaspillage de ressources. Les ressources disponibles sont saupoudrées sur un grand nombre d'associations qui souvent font la même chose. À quoi il faudrait arriver, c'est avoir une compétence transversale et labelliser les politiques. Vraiment une politique qui soit labellisée comme compétence transversale, qui toucherait tous les ministères, toutes les administrations. Par exemple, au niveau de la formation, former des aides-soignants, des infirmières, c'est bien. Il faut aussi former les architectes, les urbanistes. Il faut que cette idée d'intégration des handicapés soit prégnante dans tous les domaines. Et ceci dès la conception, parce que c'est beaucoup plus cher d'amener une correction, une amélioration à quelque chose d'existant que de le concevoir directement bien. Je donne un exemple. 16 ans après l'inauguration du métro bruxellois, on a seulement pensé à doter les stations d'ascenseurs. Ça se fait à grands frais, avec de grands troubles dans l'espace public. Il faut carrément refaire les stations. Si on avait pensé plus tôt, ça aurait été beaucoup plus simple. Donc moi, je plaide pour... Je suis représentant de l'association des parkinsoniens de Wallonie. Je plaide pour une meilleure intégration du concept d'intégration des handicapés dans tous les secteurs de la politique. Oui, madame. Bonjour, merci de votre intervention, c'était très intéressant et je trouve ça très très bien structuré, votre association. Mais je me pose une question essentielle. Comment payez-vous vos intervenants? Quel est votre moyen de subvention? C'est notre grand problème en Belgique. Alors, Andéo ne paye pas des intervenants en direct. Vous avez compris qu'on labellisait des services d'aide à domicile qui, eux, prestaient des services en direction des personnes en situation de handicap. Alors, les personnes handicapées perçoivent, pas toujours, mais perçoivent une prestation universelle de compensation à leur handicap qu'on appelle la PCH, avec un volet aide humaine qui, sur les services prestataires, équivaut à 17,77 € de l'heure. Et donc, sans rentrer dans le détail de la mécanique, ce montant-là, en fait, est un montant plancher défini nationalement. Mais par contre, selon les besoins de la personne, qui vont être évalués au sein des maisons départementales des personnes handicapées, il y en a une par département, on va attribuer un volume d'heures d'intervention, qu'on va donc multiplier par ces fameux 17,77 € de l'heure. Et c'est en fait, et donc c'est cette prestation-là qui est versée à la personne en situation de handicap va lui permettre d'aller acheter des services à la personne dans sa proximité. Alors ça, c'est la théorie. Dans la pratique, évidemment, vous imaginez bien que lorsqu'on a 17,77 € en poche pour pouvoir se payer une prestation d'aide à domicile de service à la personne donc par heure, et qu'on s'attend à avoir une prestation de qualité telle que je la décrivais tout à l'heure, avec des engagements de service extrêmement forts, contraignants, amplitude horaire importante, degré de formation, la réactivité dans les remplacements, etc., on ne trouve pas, ou très peu, de services en capacité de vendre des prestations à 17,77 € de l'heure. En fait, les prestations, malheureusement, coûtent souvent beaucoup plus cher. Ce qui fait que la question centrale chez nous, c'est la question des restes à charge, de ce que la personne handicapée va devoir payer de sa poche véritablement. Et que parfois des services arrivent à s'aligner à ces 17,77 € de l'heure et donc la personne handicapée ne paiera pas, ne déboursera pas d'argent de sa poche pour se payer ce service-là. Mais ça veut dire que par ailleurs le service a dû, pardonnez-moi l'expression, mais serrer les boulons dans tous les sens, et probablement parce que par ailleurs elle a d'autres subventions ou quelques autres marges sur des publics actifs, etc. C'est très très rare. Mais parfois on a des services qui n'ont pas d'autre choix que de vendre des prestations à 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28 € de l'heure. Et dans certains départements, on a des conseils départementaux qui vont abonder sur ce delta-là. Et c'est eux qui vont le financer. Donc il n'y aura toujours pas de reste à charge pour la personne handicapée, même si elle souhaite faire appel à un service qui facture à 24-25 €, mais ce n'est pas toujours le cas. Ce qui fait que parfois, on a des personnes handicapées qui clairement ne peuvent pas se payer des services de qualité et où vont devoir
se réorienter vers des services qui précisément ne proposent pas de reste à charge, mais parfois au détriment de la qualité des services qui sont rendus. Donc cette question-là reste entière hein, chez nous aussi. J'ai cru comprendre ici aussi avec le BAP, si j'ai bien compris, qui a l'air d'être un budget qui pourrait être l'équivalent de notre PCH, de ce que j'en ai compris, mais qui lui a l'air d'être forfaitaire, ne bouge pas, et donc on doit se débrouiller avec cette enveloppe, quoi. Hein. Et donc c'est bien la personne handicapée qui perçoit l'argent et elle en est tout à fait responsable. Alors là aussi, théoriquement, dans certains départements c'est le cas. Dans d'autres départements en France, il y a une disparité hein, selon les départements. Parfois elle est versée directement dans le service à la personne. Là aussi, qui peut poser d'autres questions de fond, de libre choix, etc. Quand finalement les financements qui devraient être perçus par la personne sont directement fléchés chez un prestataire, ça pose aussi d'autres questions. Donc les différents cas de figure existent. Oui, il y a une question derrière aussi. Ou une remarque. Oui, bonjour, Jean-Marie Huette de l'association belge contre les maladies neuromusculaires, le pendant, entre guillemets, de l'AFM en France. Je voulais vous poser une question, parce qu'en Belgique, les services, et on le voit ici dans le développement de la nouvelle AVIC, les services proviennent principalement des mutualités et des CPAS, ou en tout cas de grands organismes. Et donc, vu que ces organismes ont souvent leur public, et donc ils ne sont pas mis en concurrence, et donc du coup, la vie des personnes, ça n'a pas grande importance, parce que de toute façon, ils auront assez de clients qui viennent de leur propre réseau, et donc ils n'en ont rien à faire de la vie d'une personne handicapée. Et comme vous disiez, en plus, ils interviennent principalement pour des personnes âgées et pas pour des personnes handicapées, ce qui est pas toujours la même chose. Donc je voulais savoir, vous parliez de milliers de services qui ont été créés suite à la loi handicap en France. Donc est-ce que ces services proviennent aussi de grands organismes mutualistes ou d'État ou de départements, etc. Ou est-ce qu'il y a une part de privé? Et en tout cas, est-ce que la concurrence existe entre ces services? Et donc, du fait de la concurrence, ils ont intérêt à être labellisés ou pas, parce que les personnes handicapées iront plutôt vers un service labellisé. Ici, j'ai l'impression que les services n'en auraient pas grand-chose à faire d'être labellisés ou pas par un réseau de personnes handicapées. Alors, pendant de nombreuses années, puisqu'en fait les premiers opérateurs d'aide à domicile fêtent leurs 70 ans. Hein. Donc on a des opérateurs d'aide à domicile qui ont 70 ans d'antériorité. Ces quelques fédérations-là, qui étaient au départ que des fédérations associatives, soit en milieu rural ou dans quelques grandes agglomérations, existent donc depuis très longtemps et étaient dans un secteur... pour le dire vite et rapidement, c'est un peu plus complexe que ça, mais qui était quand même faiblement concurrentiel. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait quelques gros opérateurs quand même. En tout cas, il n'y avait qu'une typologie d'acteurs, c'était des associations, et donc portées par différents réseaux, différentes fédérations, et elles se sont développées ces dernières décennies un peu comme ça. Et fin des années 90, on a ouvert un peu en France le champ, puisqu'on l'a ouvert aux entreprises. C'était en 96, je crois, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Et à ce moment-là, quelques réseaux d'entreprises se sont créés, mais quelques-uns. Le coup de booster, le vrai accélérateur, il a été en 2005, parce qu'en fait, avec la loi Borloo, il y a eu aussi la défiscalisation des heures qui étaient achetées, avec 50% défiscalisés pour les citoyens qui payent des impôts et qui, du coup, pouvaient défalquer ça de leurs impôts. Et avec je parlais de développement économique, développement d'emploi, c'était cette promesse de créer 400 000 emplois en France, donc de mettre un coup de booster dans ce secteur-là. Et c'est bien à partir de 2005 où la concurrence, je dirais, est devenue extrêmement forte, puisqu'effectivement, se sont créés là tout un tas de nouveaux opérateurs avec des entreprises, des grosses entreprises, des plus petites, des indépendants, des réseaux de franchisés, des systèmes plus intégrés. Et tout ça s'est développé aux côtés du secteur plus historique, associatif, quelques réseaux mutualistes qui proposent aussi des prestations de services, et puis aussi des services publics. On a des CCAS
qui gèrent aussi des services d'aide à domicile, mais plutôt généralement, là aussi, plutôt en direction des personnes âgées. Et donc, c'est vrai que si Andéo se crée après la loi de 2005, c'est précisément parce qu'on sent bien qu'effectivement ça va devenir très concurrentiel, que ça va devenir probablement très compliqué, et que le label peut devenir aussi un élément différenciant pour ces services-là. D'où l'intérêt effectivement pour eux de rentrer dans cette démarche-là, parce qu'aujourd'hui la concurrence est telle qu'il y a aujourd'hui beaucoup de services en France qui ferment, qui disparaissent, mais il y en a quasiment autant qui se créent dans le même temps. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un schéma un peu comme ça, un peu fou, où l'activité a été complètement morcelée aussi dans bon nombre de services, avec y compris des services historiques qui sont de bien plus grosse taille et dont l'activité a été émiettée, ce qui fait que c'est un secteur aujourd'hui qui est particulièrement chahuté, à très faible marge. Ce n'est pas un secteur d'activité où les opérateurs gagnent leur vie, etc., mais où clairement la dimension qualité maintenant rentre considérablement en ligne de cause, parce que si on veut se faire remarquer, repérer, il est bon quand même d'avoir ce type d'éléments-là. Et je crois que les acteurs là l'ont bien compris. Et du coup, pour eux, le fait d'avoir le label Capandéo permet quand même, là où sur le trottoir d'en face, ils ont parfois 1, 2, 3, déjà 4 concurrents et bien d'autres autour. Tout le monde étant un expert du handicap, vous savez bien, hein, tout le monde dit je fais de la qualité, moi je sais faire, il n'y a pas de problème, etc. Là, on apporte des éléments objectifs, c'est-à-dire un labellisé, il en a fait la démonstration, quoi, hein, puisqu'il a ouvert ses portes, il a accepté qu'on aille regarder ses données, etc. Donc voilà. Donc on est sur un secteur qui, je pense que effectivement, dans les années 90, probablement peut-être que créer le label Capandéo n'aurait peut-être servi à rien. En même temps, je me dis que même avec moins d'opérateurs, et ce sera probablement le cas, probablement en France dans quelques années, je pense que ce secteur-là va continuer de se structurer, il n'en demeure pas moins que même s'il n'y avait pas 400 opérateurs, mais seulement 50 dans un département, ce type de démarche qualité est malgré tout extrêmement structurante pour des opérateurs, permet quand même de ne pas faire n'importe quoi, pardon, je le dis un peu vulgairement, mais voilà, vraiment de s'organiser. Et puis est de nature véritablement à rassurer les personnes, parce que c'est quand même un dispositif qui a été construit par les personnes elles-mêmes, quoi. Et donc, a priori, il n'y a pas un gros décalage entre ce qui pourrait être proposé et ce qui est attendu. Je dis a priori, tout est perfectible, on peut toujours tout améliorer, voilà. Donc, je ne sais pas, effectivement, là, dans la situation que vous décrivez, quel intérêt il pourrait y retrouver. En même temps, si un certain nombre d'associations de personnes handicapées à un moment donné expriment cette voix-là, et c'était aussi, je crois, le sens de l'intervention de monsieur juste avant, de dire à un moment donné, on a des besoins, on a des attentes, aujourd'hui ils sont pas couverts, et donc vous devez malgré tout quand même de prendre en considération cela. Après, je crois que des opérateurs comprennent bien aussi dans le même temps que potentiellement, c'est aussi des accompagnements supplémentaires pour eux. Je crois qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, et qui peuvent aussi trouver un intérêt dans un contexte qui, demain, potentiellement, peut devenir bien plus concurrentiel, même ici, quoi. Je voudrais répondre aussi qu'à notre niveau maintenant, et de ce qui est en train de se mettre en place en région wallonne, on doit vraiment se servir de cette labellisation, de ce référentiel en tout cas, en termes de revendication, pas dans un premier temps auprès des services qui effectivement ont le monopole, et ça ne les intéresserait pas d'aller vers une labellisation parce qu'il n'y a pas de concurrence, mais vraiment on est en train de mettre en place une assurance autonomie. Nous devons maintenant vraiment continuer à revendiquer un financement qui aille à la personne et pas au service. Donc voilà, on est dans la revendication, contrairement à ce qui est en train de se mettre en place, et se servir de ce référentiel en termes de qualité de ce qui doit être fait, de ce que nous voulons. J'en reviens à la Convention des Nations Unies, aux droits que nous avons. Voilà, voilà ce que nous voulons, de quelle façon ça doit être appliqué. Si vous ne le faites pas, vous serez dans l'illégalité par rapport aux droits de l'homme. Donc je crois que dans un premier temps, pour nous, les Andéo serait plutôt, et comme monsieur l'a souligné, vraiment une opportunité de rassembler des associations autour d'un leitmotiv et d'un travail ensemble pour arriver à une qualité. Mais je crains qu'on soit nous seulement maintenant à un stade de revendication et d'essayer de sauver nos droits plutôt que d'aller vers une labellisation. Mais tout votre travail
Et je trouvais que là était l'intérêt, c'est qu'on peut se reposer sur votre travail, votre expérience déjà, et que pour nous, ça peut être un atout. Enfin, voilà, c'était un peu le but pour nous aussi de la conférence, mais en tout cas, le financement doit aller à la personne pour qu'elle reste vraiment actrice de son projet de vie. Et contrairement à ce que nous entendons, pour l'instant, dans le cadre de l'assurance autonomie de sa mise en place, on dit que l'on limite à un type de service pour garantir la qualité, alors que cette qualité soit celle reprise dans le référentiel, où nous pensons au contraire que la qualité viendra vraiment dans la mesure où il y a de la concurrence entre les services. Et donc voilà, nous ne voulons pas, en tout cas, on attend d'en savoir plus sur l'assurance autonomie, mais il y a des choses que nous ne pouvons pas accepter, que nous n'accepterons pas. Et voilà, je crois que votre travail est en ça un bon point de repère. Enfin, c'est mon avis, en tout cas. Oui. Ah, attendez, il y a un micro qui va arriver. Bonjour, donc Lorraine Giannini. J'aurais simplement voulu savoir dans quelle mesure vous êtes soutenu éventuellement par les pouvoirs publics, comment la collaboration se passe, éventuellement de quelle manière ils agissent avec vous et si vous avez été soutenu. Voilà. Alors en fait, quand on a décidé de créer Andéo, les fédérations du handicap, les associations représentant les personnes handicapées que je présentais tout à l'heure, y ont mis des moyens. Et en fait, il y a une cotisation des membres de Andéo pour participer au fonctionnement d'Andéo. Sans ça, déjà, ce ne serait pas possible. Et après, très vite, on a eu deux types de soutien des pouvoirs publics qui s'est formalisé par des conventions de partenariat avec des subventions, en fait. Une par le ministère de la Santé et via une caisse, en fait, en France qui nous soutient depuis plusieurs années, qui s'appelle la CNSA. Et puis, au moment de la loi Borloo dont je parlais tout à l'heure, dans le même temps avait été créée une agence qui s'appelle l'Agence nationale des services à la personne, qui avait aussi soutenu le déploiement de Andéo et aujourd'hui qui a été repris par le ministère de l'économie avec la direction générale des entreprises qui soutient aussi Andéo. C'est-à-dire qu'en fait, on reçoit des subventions de l'État qui nous permet aussi de mettre en place ces différentes actions, puisque vous imaginez bien que tout ce que je décrivais là, des études, fabriquer des outils, les réunions de travail, les outils de communication, enfin tout le déploiement, animer le réseau, la qualité, les audits, etc. Tout ça, ça coûte de l'argent. Et donc on a ce type de soutien-là. Donc il y a un vrai soutien politique et financier, j'allais dire. Et puis il y a aussi un soutien technique, puisque ces partenaires-là et les pouvoirs publics participent aussi aux différents groupes de travail. Ils sont dans l'observatoire, ils sont dans les différents comités de rédaction, donc ça leur permet aussi de pouvoir voir ce qui se joue, ce qui se travaille. Donc c'est extrêmement riche, quoi, et puis c'est extrêmement important. Quand on parle de mise en concurrence, je crois qu'un des ressorts utiles pour assurer l'action efficace des personnes âgées et handicapées, c'est le vieillissement de la population. Parce que nous allons constituer, avec le temps, une masse électorale importante, une clientèle électorale importante. Et je crois que ce qui serait important pour les associations, et si nous avions l'équivalent d'autres fédérations en Wallonie, ce serait bien, pour peser sur les partis politiques, pour qu'ils incluent dans leur programme cette notion d'intégration des handicapés. De la même façon que l'esprit écologique se répand dans tous les partis. C'est-à-dire, pour moi, c'est pas une compétence en soi, c'est une compétence transversale. Il faut que l'esprit intégration des handicapés imprègne toutes les propositions politiques qui sont faites. C'est à ça qu'il faut arriver. Il faut concentrer nos efforts vers ça. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des mesurettes qui vont traiter tel ou tel cas particulier si le cadre d'ensemble n'est pas tracé. Il faut une politique qui s'inspire de principes d'intégration des handicapés. Et une des cours en transmission, c'est les partis politiques. J'ai quelques dadas. Donc le premier, vous l'avez déjà entendu. Le deuxième, c'est les syndicats. Alors, je voulais voir par rapport justement, en France, il y a le grand débat actuellement sur la loi travail, etc. Et donc, chez nous, on a aussi une très grande puissance des syndicats qui souvent bloquent pas mal d'initiatives en matière de personnes handicapées parce qu'ils ne sont pas pour le travail le dimanche, ils ne sont pas pour le travail le soir, ils ne sont pas pour les actes ci, ils ne sont pas pour ci, enfin, ils ne sont pour pas grand-chose pour le moment. Et donc,
je veux bien qu'ils défendent les travailleurs et je suis le premier aussi à les défendre. Mais à un moment, il faut un peu de souplesse aussi. Et si les fameux représentants syndicaux qui n'aiment pas le travail le dimanche, quand ils vont au cinéma, il y a quand même bien quelqu'un qui a mis le film dans le truc et on leur a ouvert la place. Donc il y a quand même des gens qui doivent à un moment ou à un autre travailler le dimanche. Et donc je voulais voir un peu, je sais que les syndicats sont peut-être un peu moins présents en France, et donc quels étaient les freins par rapport à la loi du travail sur le développement justement d'initiatives par rapport à des personnes qui ont besoin de, comme je disais, on n'est pas handicapé de 8h à 16h, on est handicapé toute la journée. Et comme vous l'avez dit, on a besoin de prestations le soir, le week-end, etc., les jours fériés, où ça bloque pas mal ici d'initiatives, où on ne sait plus le faire parce que soit ça devient à des prix exorbitants, parce qu'on a ce qu'on appelle les heures inconfortables, qui sont inconfortables pour tout le monde, pour les travailleurs comme pour nous aussi. Oui, oui. Alors moi, je peux me permettre de parler des syndicats de salariés, puisque je suis pas dans mon pays, là, donc ils m'entendent pas. Je peux y aller carrément. Non, je plaisante. En dehors de la loi travail, hein, alors c'est vrai que des horaires ordinaires pour des personnes handicapées se traduisent bien souvent par des horaires décalés. Pour des auxiliaires de vie, enfin des services à la personne, des structures d'aide à domicile. En définitive, là où il y a quand même davantage de souplesse, même si là aussi il y aurait beaucoup à faire, probablement à améliorer, etc. Mais on a des conventions collectives qui en fait, alors le socle évidemment c'est le droit du travail, mais les conventions collectives permettent dans des filières, et en particulier dans l'aide à domicile, il y a plusieurs maintenant même conventions collectives, il y en a deux, une pour les associations, une pour les entreprises, qui prennent en compte les spécificités de ces métiers-là, parce que vous imaginez bien que sinon, en termes d'amplitude horaire, de travail, des plannings aussi pour les intervenants, si on s'en tenait qu'au droit du travail, les services ne pourraient pas faire leur métier. Et effectivement, sur des interventions en 24 heures sur 24, même si on ne peut pas s'exonérer de toutes les règles, n'empêche qu'on peut trouver de la souplesse, on peut trouver des solutions. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a bien des services employeurs en mode prestataire, donc emploient bien des auxiliaires de vie et qui sont en capacité d'intervenir semaine et week-end, les jours fériés, etc. Il y a des contreparties, il y a des majorations, enfin voilà, il y a ce genre de choses, mais ces choses-là se mettent en place et les conventions collectives sont discutées, enfin c'est le paritarisme, hein, donc il y a les syndicats employeurs et puis il y a les syndicats de salariés. Donc en tout cas, on trouve des consensus. Je ne sais pas si c'est toujours... Enfin bon, on est dans de la négociation, on est sur des vieilles conventions collectives, enfin, une un peu plus récente là, mais qui font un peu évoluer les choses. Encore une fois, il y a pas mal de choses à améliorer, mais ça permet de faire des choses. L'incidence de la loi travail qui est discutée en ce moment, je ne pourrais pas m'exprimer là-dessus, mais voilà, en tout cas, des conventions collectives permettent quand même de prendre en compte des spécificités de ce métier-là, quoi. Bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions ou remarques, je vais peut-être vous laisser conclure, Madame Lafeu. Oui. Merci, merci à vous. En tout cas, d'être venu de si loin pour nous exposer en déo. C'était un C'était plaisir. très bien. Oui. Mais voilà, nous avons, comme je l'ai dit dans l'exposé, réalisé un manifeste porté par plus de 15 associations maintenant. Donc je crois qu'on peut espérer vraiment devenir une force en Wallonie pour parler de tout ce qui a été dit maintenant, nos besoins sont là, sont bien réels. Nous sommes des personnes. On doit répondre, on doit avoir une vie, on y a droit. Donc, croisons les doigts. Je suis contente de voir qu'il y a des personnes, des collaborateurs au niveau du Parlement aussi. Un grand merci à vous pour votre écoute. Et je crois qu'il y a un travail à réaliser et qui doit être fait. Et voilà, ce sera le mot de la fin, un mot d'espoir. En tout cas, et nous serons là pour bien nombreux maintenant pour le rappeler en tout cas. Voilà, merci à tous en tout cas de nous avoir écoutés. Merci à vous.